Bonjour, Monsieur Abshir Adenferro. Merci beaucoup d'être venu spécialement à Paris pour mon Air d'Afrique. Je suis absolument ravie de passer l'heure à venir avec vous. Merci beaucoup, Christine, de m'avoir invité dans votre émission. Donc, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous êtes un expert en sécurité dans la Corne de l'Afrique et c'est de cela dont nous allons discuter aujourd'hui. Comment la guerre au Moyen-Orient affecte l'Afrique et surtout les pays voisins de la mer Rouge et du golfe d'Aden. Après les Chebab, votre pays, la Somalie, subit désormais les attaques des rebelles Houthis soutenus par l'Iran depuis le Yémen. Je suis sûr que vous devez être très inquiet de ce qui se passe ces jours-ci dans la région. Merci, Christine. Oui, vous avez tout à fait raison. En ce moment, sur la planète, il y a beaucoup de défis à relever et la Corne de l'Afrique occupe une position militaire et stratégique. Et le défi auquel nous sommes confrontés dans toute la région est exactement ce qui se passe en ce moment dans le monde entier, là où il y a le Moyen-Orient, l'Europe et l'Afrique. Et les Houthis sont devenus les méchants en raison de leurs attaques contre un grand nombre de navires commerciaux censés dépendre de pays alliés d'Israël. Mais d'abord, parlons de vous, car votre destin n'est pas commun. Vous êtes né en Somalie, mais vous êtes aujourd'hui le PDG avec succès du groupe Fort Roche, basé à Londres, que vous avez fondé il y a 25 ans, je crois. C'est correct. Votre groupe est spécialisé dans la sécurité, mais qu'est-ce que vous faites exactement? Eh bien, Fort Roche, en gros, c'est une entreprise de sécurité, comme vous venez de le décrire. Nous fournissons plus que de la sécurité. Nous sélectionnons spécifiquement nos clients, leurs besoins, et nous le faisons de telle façon qu'ils deviennent les besoins de clients individuels. Nous traitons donc à l'extérieur comme à l'intérieur des pays. Et nous sommes également impliqués en tant que groupe de réflexion pour trouver des solutions là où il y a des défis. Et il y a beaucoup d'endroits dans votre région où il y a des défis. C'est correct. Et la sécurité en ce moment, la sécurité mondiale est remise en cause. Et lorsque nous, depuis 20 ans, de nombreux conflits ont éclaté sur la planète, le Covid-19 n'a pas aidé ni le comportement des gens. Les grandes puissances ont aussi montré leur faiblesse dans cette situation. Le défi est donc là pour nous. Quelle serait votre recommandation aux jeunes Africains talentueux qui, comme vous, aimeraient réussir en Europe? Alors, travailler d'arrache-pied, beaucoup de dévouement, de vision et ne jamais oublier d'où tu viens et où tu vas. C'est mon conseil. Et être fier de votre héritage. Bien sûr, c'est de là que tu viens. Et c'est probablement ce qui manque un peu aujourd'hui. C'est l'éducation. C'est le fondement de l'éducation. Par exemple, pour moi, pour parler de mon expérience, disons que simplement qu'au XXIe siècle, aujourd'hui, si vous regardez dans Google Maps, parce que le dictionnaire a été remplacé par la technologie, si vous regardez Google Maps et que vous recherchez sur Google en français quel est l'âge de la langue somalienne, simple, quel est l'âge de la langue somalienne, vous verrez que mon héritage remonte à 6000 ou 10 000 ans avant Jésus-Christ. Donc l'éducation que l'on m'a enseignée, que ce soit ici au Moyen-Orient ou à Londres, on ne l'a jamais appris. C'est après que j'ai découvert mon héritage. Donc un héritage très puissant que je viens de découvrir, que je faisais partie de l'histoire de la planète. Oui, certainement. Et c'est un bel héritage. J'ai vraiment beaucoup de chance. J'ai été béni pour ça. Voici exactement la question à laquelle nous essayons de répondre dans cette émission. Comment ces attaques des Houthis affectent non seulement le trafic en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, mais aussi quelles pourraient en être les conséquences, notamment sur la Corne de l'Afrique? Eh bien, c'est important de comprendre la géopolitique dans la région. En mer Rouge, 30% de l'énergie de la planète qui entre et sort de cette région
La position de la Corne de l'Afrique, notamment entre le Yémen et la Somalie, représente le deuxième secteur maritime le plus fréquenté sur la planète. En plus du défi auquel nous sommes confrontés venant du Moyen-Orient, il y a un autre problème. C'est la pêche illégale dans la région. Et il faut donc se rendre à l'évidence. Les gens sont mécontents dans ces régions, nous devons donc les comprendre. Or, il n'y a pas de communication entre les régionaux et les occidentaux. Alors, le commerce entre la mer Rouge et la Somalie, donc le Yémen et la Somalie, en mer Rouge, il y a un commerce de 2 milliards de dollars américains par jour dans cette région, multiplié par 365 jours l'année. Si vous faites un rapide calcul de tête, c'est phénoménal. C'est une très bonne information, cette pêche illégale. On n'en parle pas assez. Mais allons d'abord en Somalie, votre pays. Voici un reportage réalisé pour Mon Heure d'Afrique par Mohamed Gabobé à Mogadiscio. Ça montre que les attaques des Houthis sont préjudiciables à la Somalie. On regarde. Pour une nation déjà dévastée par 3 décennies de conflits et d'instabilité politique, la Somalie se retrouve aujourd'hui sous le choc des dangers liés aux attaques des Houthis. Les recrudescences des attaques des rebelles basés au Yémen ciblant les navires commerciaux et les pétroliers sur les voies navigables dans le golfe d'Aden est aggravée par une recrudescence de la piraterie somalienne. La population se retrouve dans un état d'incertitude comme jamais auparavant. Les attaques dans le golfe d'Aden vont poser des problèmes à la Somalie. Nos importations et nos exportations par voie maritime seront interrompues. Le piratage coupera également l'accès aux importations et aux exportations. Nous ne pouvons même pas faire face à l'inflation actuelle. Imaginez ce qui va se passer ensuite. Et si les navires étaient obligés de passer par le canal de Suez, il faudrait entre 15 et 20 jours pour que les importations nous parviennent. Nous sommes donc confrontés à des problèmes comme celui-ci et d'autres bien pires en résulteront. Quelque chose doit être fait, ça c'est sûr. Outre les dangers qui pèsent sur le bien-être des communautés de pêcheurs qui chevauchent la côte, de nombreux pêcheurs craignent d'être victimes d'attaques visant les rebelles Houthis. Je vois des navires que je n'ai jamais vus auparavant et j'ai peur. La peur qui me frappe le cœur. La peur est due à des mauvaises conditions dans lesquelles nous sommes confrontés en mer et aux attaques en mer, aggravées par le pillage des poissons dans les mers. En tant que pêcheurs, nous craignons que lorsque nous sommes en mer, on nous prenne pour des rebelles Houthis, par ceux-là même qui les combattent et par conséquent que nous soyons victimes d'une attaque. Tout peut arriver en mer. Les risques immenses liés à la tension accrue dans le golfe d'Aden peuvent également affecter les importations à l'aide destinées à la Somalie. Les attaques des Houthis contre les navires dans le golfe d'Aden ont provoqué un retour de la piraterie sur les côtes somaliennes. Deuxièmement, cela a conduit à l'effondrement de l'économie somalienne et aggrave l'inflation. Les conflits dans le golfe d'Aden empêche également l'aide humanitaire d'atteindre la population dans le besoin. Cela a également un impact négatif sur les affaires, le commerce et la sécurité du pays. Avec les marines internationales, les rebelles Houthis, soutenus par l'Iran et les gangs pirates qui transforment ces voies navigables stratégiques en un nouveau champ de bataille, la Somalie se retrouve encore sur la voie de l'incertitude. Dans une région déjà instable et en proie à l'instabilité, la vie de millions de personnes est affectée par la colère des Houthis face aux événements à Gaza qui ont provoqué une onde de choc dans toute la région. Alors, votre réaction à ce reportage? Je ne suis pas surpris. J'ai été en 2006 pendant 4 ans coprésident du groupe de travail One afin de trouver une solution au problème du piratage. Nous les avions prévenus pendant plus de 10 ans. Nous leur avions dit, et nous le disions clairement, que cette région est une région très sensible, car la difficulté à laquelle vous allez être confrontés ici est clairement qu'il y a des Yéménites, les Somaliens, les Érythréens, les Djiboutiens et les Soudanais, ou les gens du Moyen-Orient qui vont en payer le prix. C'est que vous aussi, les Occidentaux, vous en paierez le prix parce que 30% de votre énergie passe par là. Votre assurance va atteindre le plus haut niveau dans la région parce que nous avons échoué. Les Occidentaux n'ont pas écouté. La communauté internationale n'a pas écouté.
Pourtant, nous les avions prévenus. Il y a aussi un autre impact ici. Les mouvements religieux, ils regardent tous dans une direction qui est l'Arabie saoudite. En fait, après tous ces pics de piratage qui étaient vraiment au plus haut en 2011 et 2012, le gouvernement somalien a pris des mesures pour lutter contre la piraterie, comme la création d'une force maritime nationale et la ratification des conventions internationales sur la répression de la piraterie. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça n'a pas marché? Eh bien, tout d'abord, ce ne sont pas les informations correctes. Je suis désolé de vous dire ça, mais les Somaliens reviennent de 40 ans de guerre civile. Notre PNB est très minimum, limité. Nous sommes en train de reconstruire l'économie du pays. La question de la piraterie, c'est un problème offshore, pas un problème de terre. J'étais l'une de ces personnes qui, sur le terrain, travaillaient avec la communauté internationale. Moi-même et certains diplomates français, mais aussi des hommes politiques. À l'époque de Sarkozy, je suis allé avec Alain Madelin jusqu'à Robio pour échanger avec les communautés locales, car les problèmes arrivent de la terre, pas de la mer. Nous avons réalisé à la fin de la journée que les pêcheurs que vous dites dans votre programme ont également été victimes des navires occidentaux. Nous avons découvert que d'autres personnes, essentiellement des pêcheurs, avaient été détournées par des gangs de pirates. Parce que, ne l'oubliez pas, les Somaliens sont des gens très intelligents et très entrepreneurs. Ils ont vite compris qu'ils logeaient dans le deuxième hub maritime de la planète. Donc, nous avons regardé du côté somalien, mais en fin de compte, nos partenaires, les partenaires occidentaux, nous ont laissé tomber. Et maintenant, en gros, la réalité est de nouveau là, mais à un autre niveau. Alors maintenant, nous allons à Djibouti et remontons dans l'histoire. Malgré les attaques des Shebabs et la piraterie endémique, comme vous le mentionniez, la Somalie, avec l'aide du président Guelleh de Djibouti, a pu en 2000 tenir une conférence de paix à Arta, ayant permis la création d'un gouvernement intérimaire. Djibouti a toujours été un bon ami de la Somalie, selon Djibouti. Sauf que les récentes attaques des Houthis contre des pétroliers étrangers ont déclenché de nouvelles tensions dans la zone. C'est un reportage pour Mon Heure d'Afrique de Mohamed Hamza de la radio-télévision de Djibouti. On regarde. La chute en 91 du président Siad Barre, de milices somaliens ont divisé le pays en zones militarisées. Plus tard, devant la menace d'une catastrophe humanitaire, l'ONU tenta en vain d'intervenir pour ramener un semblant de paix. Après les fiascos de l'intervention militaire américaine à l'automne 93, la Somalie fut abandonnée à son sort. La solution est venue de son voisin. 5 mois après son élection en 99, le président de la République de Djibouti, Ismaël Omar Guelleh, plaidait devant l'Assemblée générale des Nations unies la cause somalienne. Depuis près d'une décennie, nous sommes témoins de la désintégration inexorable de la Somalie, rongée par la violence, l'outrage aux droits fondamentaux de la personne humaine et l'absence de gouvernement. Il est indispensable de déployer tous les efforts possibles pour remédier à une situation dans laquelle des millions de Somalis mènent depuis 10 ans une existence précaire. Malgré la crise économique à Djibouti, la Conférence nationale pour la paix en Somalie a permis de tenir une série de réunions à Arta en 2000. Un pari réussi pour le chef de l'État djiboutien qui n'a pas voulu reporter cette conférence. Un gouvernement intérimaire somalien en est ressorti. Le député somalien Hassan Souderixi, qui réside actuellement à Djibouti, était présent. Une expérience qu'il raconte dans un livre où il parle de la conférence de la dernière chance pour la Somalie. Moi et d'autres politiciens somaliens avions été conviés à participer à cette conférence de paix à Arta. Je ne cesserai de remercier le président de la République pour nous avoir
tirer vers le haut. J'ai écrit ce livre pour cette raison, afin que les générations d'après n'oublient pas cette conférence de paix d'Arta. Aujourd'hui, les Chebabs continuent d'affaiblir la nation somalienne avec les attaques de Houthis en mer Rouge et dans le golfe d'Aden. La piraterie a recommencé à se développer. Pour le directeur de l'Institut d'études politiques et stratégiques du Centre d'études et de recherche de Djibouti, si ces attaques aux Houthis représentent une nouvelle menace, elles sont pour le moment de faible intensité. Avec les attaques Houthis dans la mer Rouge, il y a un certain nombre d'actes de piraterie qui ont repris dans la zone et cela inquiète beaucoup les pays de la région, mais aussi la communauté internationale. Certains bateaux ont été même détournés, etc., dans la région par des pirates somaliens. Donc les efforts sont en train d'être mis en place, on réfléchit, on s'organise. Mais pour le moment, il n'y a pas d'action concrète. Si cette recrudescence devait se confirmer, les perturbations dans le trafic maritime que les attaques Houthis occasionnent ne seraient pas sans conséquences pour Djibouti et ses voisins. Je pense qu'il nous faut remonter un peu dans l'histoire. Djibouti a obtenu son indépendance grâce à nous, la Somalie. Et je dis toujours que Djibouti fait partie de nous. Nous sommes 15 millions de personnes vivant en Somalie. C'est que la frontière coloniale qui nous a divisés a mis comme repère pour nous. Donc des Somaliens au total, c'est quelques 30 millions. Dans la région. Dans la région, bien sûr, il y a 30 millions de Somaliens. Et nous avons la même génétique, nous avons le même sang, nous avons les mêmes caractéristiques, culture et la même langue. Et nous avons aussi la même religion. Oui, mais la question que pose ce reportage, c'est avez-vous besoin de Djibouti pour vous sauver? Non, je veux dire, il a hébergé. Djibouti a fait un très bon travail. Et c'est vrai que pour vraiment y arriver, on savait qu'au fond, c'était le seul moyen. Réunir les personnes les plus proches de même culture, comme je viens de vous le définir, ça équivaut à environ 35 millions. Il y avait 5 millions à la Banque centrale de Djibouti d'argent somalien. Et c'est cet argent qui est allé à cette conférence. Il n'y a donc pas eu de repas gratuit. Oh, d'accord, très intéressant. Un autre point qui a été soulevé dans le reportage, c'est que le chercheur dit essentiellement que pour l'instant, rien n'a vraiment été fait pour lutter contre les attaques des Houthis à un niveau régional, ni une réaction d'échelle de la part de la communauté internationale. Êtes-vous d'accord avec ça? Je suis d'accord avec lui. Il n'y a jamais eu de stratégie. En plus de ça, et c'est ce que je vous ai dit plus tôt, c'est pourquoi je me suis impliqué en politique, parce que j'en avais marre de cette absurdité. Les fonctionnaires et tous ces gens qui sont sur le terrain, les politiciens qui sont à des années-lumière les uns des autres, ils ne communiquent pas. C'est ce qui explique qu'il n'y ait pas de solution. Si vous voulez contrôler par la force et par l'armée, c'est 2 fois la taille de ce que la France a dû couvrir pendant la Seconde Guerre mondiale. Il n'y a pas assez de navires dans ces régions, l'immensité est phénoménale. Économiquement, c'est un domaine très, très sensible. Militairement parlant, c'est un domaine très sensible. Et aussi, ces régions sont devenues le terrain de jeu privilégié de l'affrontement des intérêts internationaux de ces régions. Oui, mais comment se fait-il qu'avec tous ces déploiements militaires, une bande de Houthis soit capable d'envoyer leurs missiles et leurs drones? C'est pas la solution militaire. L'armée doit maintenir la sécurité, mais il lui faut plus que des moyens militaires. Il faut une approche civique, reconstruire avec les populations, les éduquer, investir dans les ressources humaines. C'est ce dont nous avons essentiellement besoin ici. Si c'est militaire, on y va, on nettoie la zone et nous avons un mandat clair. Enfin, je vous invite à aller en Éthiopie. Le reportage pour Mon Heure d'Afrique par Alan Mohamed d'Ethio Africa Media discute des coûts et des avantages pour Addis Abeba d'avoir signé un protocole d'accord le 1er janvier avec le Somaliland pour l'utilisation du port de Berbera. On regarde. L'Éthiopie, un pays enclavé d'Afrique de l'Est, paye des millions de dollars chaque année pour utiliser le port voisin de Djibouti. Ces montants, s'ils étaient utilisés différemment, pourraient changer la vie de 120 millions de personnes. Cela a conduit le gouvernement éthiopien à rechercher l'accès à d'autres ports dans la région.
Le 1er janvier, le Premier ministre éthiopien, le Dr Abiy Ahmed, et le président du Somaliland, Mousse Bihi, ont signé un protocole d'accord. Ce protocole stipule qu'en échange de l'utilisation du port de Berbera pour les importations et exportations éthiopiennes de marchandises, l'Éthiopie reconnaîtra le Somaliland. Le nouvel État du Somaliland n'ayant pas encore acquis de reconnaissance internationale, la signature du protocole d'accord a suscité de vives réactions dans les pays voisins, notamment en Somalie. Je vois simplement cette question comme un sujet de préoccupation entre l'Éthiopie et le Somaliland, et d'une manière positive, parce que l'Éthiopie a toujours contribué positivement au développement de la région, à la paix, à la sécurité de la région. L'Éthiopie a perdu son accès à la mer en 1991 après l'indépendance de l'Érythrée. Depuis, elle s'appuie uniquement sur Djibouti. 90% des échanges import-export se font via le port de Djibouti. Donc actuellement, pour nous, nous considérons que le port voisin de Berbera est l'un des ports d'accès parce que DP World Development, une grande installation là-bas, ce qui leur a coûté environ 500 à 700 millions de dollars d'investissement. Notre gouvernement a conclu un accord bilatéral sur le corridor. Une fois cet accès bilatéral signé, nous pourrons commencer à utiliser Berbera. L'Éthiopie a fourni des milliers de soldats aux forces de maintien de la paix de l'Union africaine par le biais de l'AMISOM et de l'ATMIS au cours des 30 dernières années. La signature du MOU, s'il est réalisé avec équilibre et soin, pourrait assurer davantage de coopération régionale et également de développement dans la région. Pour de nombreux experts éthiopiens dans le domaine de la logistique, la diplomatie et la sécurité, la signature du MOU est une question d'optimistes. Les semaines à venir nous diront s'ils ont raison. L'Éthiopie a ses propres problèmes en ce moment et avec les divisions au sein de l'Éthiopie, vous savez, tous les différents facteurs qui se produisent intérieurement, ils ont un sérieux problème de sécurité intérieure. La Somalie et l'Éthiopie, nous sommes voisins. Nous avons des frontières communes. Nous avons des Somaliens, 10 millions dans leurs frontières, et nous avons aussi toujours eu une relation économique à partir de la route de la soie. Quiconque venait d'Inde, de Chine ou du Pakistan, historiquement, il fallait passer par la Somalie, puis traverser l'Éthiopie, et depuis le Soudan, le Mali, la Mauritanie, le Maroc, la route de la soie. Il faut donc se poser une question maintenant. Quant au protocole d'accord dont tout le monde parle, nous n'avons jamais vu ce qu'il y a dedans. Difficile de savoir exactement ce qu'il y a dedans. Aucune transparence à ce Aucune sujet. transparence à ce sujet. Et quand on nous parle d'économie, quand on nous dit que ce serait un moyen économique, c'est pourquoi le président du gouvernement fédéral de la Somalie s'inscrit en faux. Nous tous Somaliens, nous disons, attendez, pouvons-nous avoir un peu de transparence ici? Parlons-nous d'installation militaire ou bien c'est pour le développement économique? Exact. Mais c'est militaire. Il y a un vrai défi qui porte essentiellement sur la procédure qui a été mise en place pour les militaires. Doivent-ils passer de A à B? Et si ça doit être un port, il y a une rumeur qui dit que la France aurait formé les marins éthiopiens. Je suis désolé, pour un pays qui n'a pas accès à la mer, qui n'a pas de mer, que tu entraînes des militaires pose un sérieux problème de sécurité ici. Comment vont-ils traverser tous ces chemins depuis l'Éthiopie, passer par le territoire somalien pour arriver jusqu'à la mer? Et ces militaires, qui sont-ils? Quelle sera leur tâche dans ces zones qu'ils doivent occuper? Qu'est-ce qui va se passer si jamais il y avait des attaques de l'Égypte, par exemple? Il y a actuellement un contentieux entre les Éthiopiens et les Égyptiens à cause des barrages.
Comment allons-nous résoudre tout cela? La Somalie sera-t-elle obligée de s'impliquer? Alors que ça n'a rien à voir avec nous. Nous avons déjà assez avec nos propres problèmes, si vous voyez ce que je veux dire. Quand les soldats éthiopiens traversent des mares en Somalie, s'ils tuent des chameaux ou s'il y a un accident de véhicule, qui fera le constat? Comment allons-nous parvenir à l'établir? Il y a donc beaucoup de questions à se poser. Il y a une partie de mon livre, le livre que j'ai écrit qui s'appelle « Ma vie pour la Somalie », qui dit que les 120 millions d'Éthiopiens ont besoin d'avoir un accès à la mer. Ce n'est pas un problème. Il devrait juste y avoir un moyen de venir me voir et de me dire « Puis-je faire une affaire avec vous ?» Parce que économiquement, nous dépendons les uns des autres. Mais vous avez entendu comme moi l'argument selon lequel cela pourrait apporter du développement à toute la région. En fait, j'ai été vraiment surprise d'apprendre que DP World avait beaucoup investi dans le nord de Berbera. Après tout, le Somaliland n'est pas un État reconnu. Chaque fois que nous parlons du Somaliland, le mot Somaliland signifie que le pays Somalie, la langue du Somaliland est la langue somalienne. Je suis aussi originaire de cette région. Nous avons un problème interne et c'est pourquoi j'ai dit clairement dans mon programme que lors des présidentielles, l'un des dialogues que je vais amener en Somalie, c'est de comprendre où nous nous sommes trompés. Rebonjour, Monsieur Abshir Allen Ferro, et merci encore d'être l'invité de mon heure d'Afrique. Je voudrais maintenant m'adresser à vous en tant que candidat à la présidence de la République de Somalie. Ma première question est simple. Êtes-vous prêt pour les élections qui auront lieu en 2026 en Somalie? Nous ne sommes pas prêts, mais nous ferons de notre mieux. Alors, dites-nous en plus, comment vous êtes-vous décidé, après votre parcours dans les affaires et après avoir si bien réussi en tant qu'homme d'affaires, pourquoi avoir décidé de vous lancer en politique en Somalie? Je crois que, pour être honnête avec vous, c'est que c'était le destin. J'en avais marre de la façon dont la confiance des Somaliens a été si mal gérée, de la part des Occidentaux. Je suis resté dans l'ombre, comme je vous l'ai dit, depuis Arta, et j'ai nourri cette ambition au fil du temps. Vous voulez dire depuis la conférence de paix? C'est exact, oui. J'étais un jeune homme dévoué, très fier de l'un de mes héritages, la Somalie. Et puis, j'ai créé à l'époque une ONG appelée Dangood, Développement Action Network, pour aider les gens sur le terrain médicalement comme conseil, parce qu'à l'époque, il y avait un embargo militaire. Donc, je ne pouvais pas du tout m'impliquer en Somalie, mais je pouvais les aider dans des domaines comme l'éducation, la santé, également éduquer les politiciens en Somalie, puisque aucun d'entre eux n'avait fait Sciences Po. Et les Occidentaux en Somalie, ils étaient complètement déconnectés. J'étais toujours là, l'homme sur le terrain, mais en 1999, j'ai dit, ça y est, il faut passer au niveau supérieur maintenant. Mais revenons à votre campagne et à cet objectif pour lequel je suppose que vous avez fondé en 2019 un parti baptisé l'Alliance pour l'avenir. Alors dites-moi, qui souhaitez-vous rallier concrètement pour vous soutenir? Ce n'est pas que le rassemblement, c'est la manière dont se déroule tout le processus politique en Somalie qui m'a complètement choqué. Quand j'ai vu tous les dollars qu'ils avaient investis dans le pays, le peuple somalien n'a jamais eu la possibilité d'élire ses politiciens, ses dirigeants. Ce sont des victimes, ce sont des gens sans voix. Il n'y a pas d'élection en Somalie, il y a une sélection. La seule chose qui compte, et je suis sûr que vos téléspectateurs comprendront s'ils font un peu de recherche là-dessus, ce sont les chefs de tribus. Le système somalien est ainsi fait que ce sont les membres des députés de la Chambre haute
et de la Chambre basse qui élisent le président. Donc ce que vous voulez, c'est un homme, un vote. Exactement, et c'est là que les Occidentaux ont échoué. Ils ont investi l'argent des contribuables occidentaux et les partis prenant injectent de l'argent en Somalie. Mais on ne voit jamais cet argent sur le terrain. Et ils voient que les élections ont été organisées, mais quand on regarde de plus près, comme on l'a fait, de nombreuses recherches et de nombreux chercheurs d'instituts réputés, il n'y a pas d'élection dans ce pays. Donc pour moi, pour mon parti politique, l'objectif, c'est d'emmener la démocratie et les libertés individuelles, de donner au peuple le droit d'élire ses dirigeants et puis, en gros, d'aller voter et aussi leur donner un minimum vital auquel tout être humain aspire. Ainsi, ils ne seront pas tentés par les extrémistes et ils ne commettront pas de crimes. Tout cela relève du bon sens. Vous êtes également connu sous le nom de Monsieur Propre, puisque l'un de vos combats est de vaincre la corruption. Mais en Somalie, qui compte parmi les pays les plus corrompus au monde, comment comptez-vous y parvenir, au moins en une génération? Vous pensez vraiment que vous allez y arriver? Pour être honnête avec vous, vous devez comprendre que la corruption du peuple en Somalie est... Nous, les Occidentaux, nous sommes plus corrompus que les Somaliens. Je dis ça, en fin de compte, à cause du système depuis 1991. Après la chute du régime, le régime militaire de Siad Barré. D'accord? Et alors devenu ce que vous avez appelé Black Buck et Restore Hope. Mais ce fut un désastre total. Faisons un petit retour en arrière. En 1977, la Somalie a été victime de l'affrontement entre Russes et Américains au moment de la guerre entre la Somalie et l'Éthiopie. Mais ils ne sont pas responsables de la corruption dans le pays, le sont-ils? Nous ne sommes pas responsables non plus. Quand quelqu'un a faim et que vous lui demandez s'il veut manger ceci ou cela, il va juste vous dire « Je m'en fiche, donne-moi juste quelque chose à manger ». Bien sûr. La Somalie a été une victime d'une mauvaise gestion et du leadership des Occidentaux, ainsi que leur influence dans la région. J'aime bien comparer la Somalie à une belle femme avec laquelle tout le monde voudrait avoir un rendez-vous galant. Tout le monde voulait de la Somalie. D'accord. Maintenant, passons au premier expert. Mon premier expert, vous le connaissez très bien, puisqu'il est l'ancien représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en Somalie de 2007 à 2010. Il est aujourd'hui président du Centre 4S, un think tank très reconnu basé à Nouakchott en Mauritanie, son pays. Nous l'écoutons. Bonjour mon cher ami, petit frère Abshir, je suis heureux de te voir. Peut-être que la dernière fois que nous sommes rencontrés, c'était au Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité. Maintenant, parce que vous êtes candidat, je vous souhaite bonne chance. Vous connaissez les difficultés auxquelles le pays et la région sont confrontés. Et c'est ce que nous appelons la rébellion islamique, ou plus précisément ce que l'on appelle Al-Shabaab. Je sais que ce sont les Somaliens et ils se disent patriotes et nous devons accepter qu'ils sont sincères. Mais depuis 1993, l'instabilité en Somalie leur est associée. Comment voyez-vous la manière de résoudre cela? Pour être clair, comment envisagez-vous de finaliser la question? Soit par l'élimination d'Al-Shabaab, soit en négociant avec eux, pour parvenir à résoudre la présence d'Al-Shabaab en Somalie? C'est ma question. Dans la plupart des conflits, la communauté internationale joue un rôle à travers les organisations internationales. Je sais que la Somalie est membre des Nations Unies. Je sais que la Somalie est membre de la Ligue arabe. Et vous êtes en Afrique membre de l'Union africaine. Vous avez toujours eu une présence militaire. Comment voyez-vous, une fois élu, le rôle de l'Union africaine pour faire face et résoudre la crise qui affecte la Somalie depuis 1992?
Tout d'abord, c'est un très bon ami. Il a été pendant 3 ans en Somalie, il connaît les réalités du terrain et il est très compétent pour apprécier les défis auxquels la Somalie est confrontée à cause de sa position passée. La dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était en effet par surprise à Dakar au Sénégal. Le premier point qu'il a soulevé est essentiel. Comment résoudre le problème Al-Shabaab? Comment se débarrasser de Al-Shabaab? C'est un mécanisme en place, car du point de vue d'un extrémiste, on ne se bat pas seulement avec les armes. La question, le phénomène Al-Shabaab est une longue histoire dont on ne peut pas se séparer en une nuit. Mais il donne quelques indications en vous demandant si vous allez négocier avec eux, si vous êtes élu président, ou bien simplement si vous allez les interdire par la force. La question est de mettre en place le bon mécanisme. Je peux répondre par oui ou par non, mais ce n'est pas logique. Al-Shabaab change de stratégie chaque jour, chaque mois. Ma prochaine élection aura lieu dans 2 ans. Beaucoup de changements peuvent se produire en 2 ans. La question est, n'oubliez pas que le problème d'Al-Shabaab a son origine en dehors de la Somalie. Ces extrémistes, nous n'avions jamais vu quelque chose comme ça chez nous. Nous sommes un peuple sunnite, islamique et pacifique. D'accord, mais allez-vous négocier ou pas avec eux? Vous ne pouvez pas négocier avec quelqu'un qui vous tient en joue avec une arme à feu. Certainement. On ne négocie pas avec quelqu'un qui a une fausse vision de l'islam. Oussama Ben Laden. Donc vous ne négocierez pas avec eux? Oussama Ben Laden, il était en Somalie où il a laissé beaucoup d'enfants somaliens. Il faut aussi avoir une vision plus large du problème. Mais c'est un problème somalien avec une solution somalienne. L'aspect négociation, vous négociez avec quelqu'un dont vous avez besoin, d'accord? Nous parlons du dialogue, nous parlons à la communauté. Ma stratégie est très claire, mais quant à la violence, elle est inacceptable pour moi. D'accord. Qu'en est-il de l'Union africaine? Elle a fourni pas mal de troupes. Était-ce utile? Est-ce que cela a servi à quelque chose? Échec. Venons-en au fait. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles je veux me présenter au présidentiel. Quand les soldats de l'Union africaine sont déployés, ils gagnent $200 par mois. Mais quand ils sont déployés dans mon pays, ils gagnent $1 500 par mois. Un simple officier. Quant au mandat de l'Union africaine, et c'est pour cela que je suis autant sous le choc, ce mandat dit « ça vaut la peine de regarder de près qu'ils doivent rester à niveau défensif. Pas d'attaque. » Donc, ils sont là depuis 2007. Pendant près de 17 ans, nous avons gaspillé de l'argent. Nous avons dépensé une fortune pour leur système. Les soldats somaliens sont des combattants et les soldats d'actifs plus attractifs que ceux de l'Union africaine. L'Union africaine, si je suis élu, devra changer son mandat. Car personne ne fera le travail à votre place. Vous devez faire le travail vous-même. Personne ne nettoiera votre maison à votre place. D'accord. Passons maintenant à mon deuxième expert. Alors, celui-là a plusieurs casquettes, puisqu'il travaille à l'Institut français d'analyse, l'IFAS, à l'Institut des relations internationales et stratégiques, l'IRIS, et il est également rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. Autrement dit, j'ai demandé à David Rigollet-Rose, expert du Moyen-Orient et plus particulièrement de la géopolitique de l'Iran, de vous challenger. Un rapport d'alerte a été publié le 26 février 2024 par l'EUNAVFOR. Cette task force navale européenne lutte contre la piraterie somalienne dans le golfe d'Aden, dans le cadre de la mission Atalante. Ce rapport d'alerte mettait en garde contre la résurgence de la piraterie après qu'elle ait été donnée quasiment éradiquée ces dernières années. Il semblerait que la crise et l'insécurité croissante en mer Rouge causée par les Houthis au Yémen
ait eu pour effet collatéral de relancer la piraterie dans le golfe d'Aden. Attribué à 5 groupes de pirates somaliens actifs dans l'est du golfe d'Aden, voici donc ma question. Compte tenu de votre ambition présidentielle en Somalie et de votre objectif de rassembler les chefs de tribus et ou clans afin de stabiliser la situation dans le pays aujourd'hui fragmenté et considéré comme un État défaillant, comment voyez-vous le rôle de l'EUNAVFOR présent en Somalie depuis 2008 si vous êtes élu? Merci pour votre réponse. Eh bien, voilà des questions d'experts très précises. Juste pour éclairer le public, car j'ai dû moi-même aller voir ce que signifiait EUNAVFOR, il s'agit de la force opérationnelle navale européenne qui lutte contre la piraterie somalienne dans le golfe d'Aden dans le cadre de l'opération Atalanta. Est-ce que cela a été un succès ou bien ces troupes n'ont pas fait l'affaire? Je vais aller droit au but. Elles agissent pour les intérêts des Occidentaux. Elles sont sous-budgétisées, elles n'ont pas de soutien, elles n'ont pas de stratégie et ne sont pas connectées aux communautés locales. J'ai travaillé avec elles dans le passé, encore une fois, je me répète, mais c'est pour cela que je me présente aux élections présidentielles en Somalie. Les gens disent que nous protégeons notre ZI, notre zone économique exclusive, la zone à 12 miles, 24 miles, 200. Alors la pêche, les Français, les Espagnols, les Portugais, les Chinois viennent tous dans les eaux somaliennes parce que c'est là que le cycle de la mer. Les thons se dirigent vers les côtes somaliennes et c'est là qu'ils pondent leurs œufs. Or, ils ont surpêché dans la région. Les communautés locales se sont donc levées et ont dit que ça suffisait, qu'ils ne voulaient plus de pêcheurs étrangers ou de présence internationale dans les eaux somaliennes. Nos pêcheurs sont confrontés à un autre défi, car ils sont pourchassés par des bateaux étrangers qui ne savent pas les identifier. Ils prennent, les corrompent, les amènent aux Seychelles et ils reviennent vers le gouvernement somalien et disent « À l'époque où j'étais conseiller du vice-président du ministre des Affaires étrangères, Fawza Yusuf Hadji Adam, je les ai défiés. J'ai également été confronté à de nouveaux défis liés à ces problèmes. » La communauté disait « Attendez, ils volent dans notre eau, pourquoi ne faites-vous rien ?» Ce qu'ils font, c'est simplement d'éteindre les systèmes d'alarme là où ils se trouvent, les points géolocalisés pour voler du poisson. Donc voilà en ce qui concerne la force EUNAVFOR. Mais pour répondre en quelques mots à M. David Rigoulet-Rose. Nous avons perdu et nous perdons de l'argent là-dessus. C'est inutile. Donc c'était inutile. Vous, président? Non, je vais repenser le mandat, la stratégie et les objectifs. Et s'ils ne sont pas compatibles avec les nôtres en Somalie, nous examinerons une autre alternative. J'aimerais encore vous poser une autre question. La mer Rouge et le golfe d'Aden se sont situés sur une voie de navigation mondiale stratégique qui attire l'attention des grandes puissances, comme les États-Unis et la Chine, ainsi que les puissances émergentes comme la Turquie. La Turquie possède une base sous Akin, une enclave portuaire au Soudan. C'est également le cas des Émirats arabes unis, présents à Socotra, une enclave du Yémen, mais aussi de l'Iran, dont les mandataires sont les Houthis, que Téhéran soutient dans son conflit frontal avec Israël en mer Rouge via le port d'Eliat. Comment voyez-vous évoluer la position de la Somalie avec une telle multiplication d'acteurs géopolitiques sur ses côtes? Eh bien, voilà une question qui va droit au but. Votre réponse droit au but également, s'il vous plaît. Ma réponse, comme je vous le dis toujours, c'est qu'en politique, il n'y a pas d'amitié. Il n'y a que des intérêts. C'est d'autant plus vrai, comme il l'a mentionné, si l'on regarde les différentes frontières. La Turquie, jusqu'à présent, a été un bon ami de la Somalie. Lorsque nous luttions pour ramener la communauté internationale en Somalie,
La première compagnie aérienne que nous avons eue pour les vols internationaux était la Turkish Airlines. Et puis, elles sont toutes revenues. Kenya Airways, Ethiopian Airways, Qatar Airways, nommez-les. Je suis désolé si j'en ai oublié certaines d'ailleurs. Donc le hub avec tous ceux qui étaient là avant, dans les années 70 et 80, quand il y avait un aéroport international, sont revenus. Pourriez-vous commenter en quelques mots la présence de la Chine? Eh bien, la Chine est un acteur que nous devons et que nous ne pouvons pas éviter. Nous devons élaborer une manière logique de traiter avec elle et accepter que, fondamentalement, la Chine a su saisir une opportunité là où les autres ont échoué. Alors, ne blâmons pas la Chine ou la Russie ou ceci ou cela. La question est que partout en Afrique, il y a eu l'influence du colonialisme, mais que cette question coloniale est en train de changer de visage. Alors la Somalie, si vous êtes élu président, sera un bon ami de la Chine. Je ferai ce qui est le mieux pour nous et dans notre meilleur intérêt pour nous d'exister et de coexister, en m'assurant que nous préserverons également notre patrimoine. Nous voilà presque arrivés au terme de cette émission et c'est le moment pour notre rubrique de fin appelée Oni ou Béni. Nous parlons bien sûr du rapport entre la France et l'Afrique. Mais d'abord, je vous laisse découvrir ce témoignage de l'un de vos bons amis que nous avons pu joindre par téléphone puisqu'il est actuellement à Abu Dhabi. Oui, c'est vrai. Nous avons tenté d'emmener des entreprises françaises pour des missions exploratoires. Et notamment, nous avons fait venir un leader mondial de l'impression de la sécurité. En fait, cela a été une sorte d'échec pour une raison très simple, à cause du développement de l'environnement très corrompu du gouvernement somalien à l'époque. C'est vrai que la Somalie reste un angle mort dans une certaine mesure. Nous avons des expériences, nous avons des formations et nous avons des processus dans l'armée qui sont toujours là après 30 ans de présence des États-Unis. La question est donc de savoir quelle a été l'efficacité de ce processus. Le point d'intérêt pour la France sur cette question septentrionale de la Corne de l'Afrique se trouve en fait au Mozambique. C'est à Cabo Delgado que Total investit massivement. La principale menace pour cet investissement vient d'Al-Shabaab et des islamistes en provenance de la Somalie qui se rendent au Mozambique. Aujourd'hui, c'est le Rwanda qui garantit la sécurité de notre investissement. Ainsi, de manière pragmatique, nous pourrions envisager, au moins, je considère pour ma part que la France pourrait s'impliquer davantage en Somalie, de pouvoir gérer nous-mêmes à la source les problèmes auxquels nous sommes confrontés pour défendre nos intérêts. Alors, je suis sûre que vous êtes d'accord à 100% avec Philippe Bonne, qui est d'ailleurs un très bon ami à vous. C'est correct, je suis d'accord avec lui. En ce qui me concerne, je connais Philippe depuis bientôt 17, 18 ans maintenant. Il a tout à fait raison. Il a été sur le terrain avec moi en Somalie, il connaît la culture. Il est le seul, devrais-je dire, occidental en dehors de la zone verte. Quand j'y vais, il est donc le seul avec moi. Il connaît les hommes politiques somaliens. C'est donc un expert en ce qui me concerne. Je sais que vous avez la réputation d'être très fidèle à vos amis, mais permettez-moi cette question. C'est bien connu, Philippe Bonne a choisi de conseiller Marine Le Pen pour sa politique africaine. Ne craignez-vous pas, avec de tels amis, que cela puisse devenir un obstacle pour votre propre candidature? La question est, quand tu es un leader, quoi qu'il arrive, tu dois avoir de bonnes personnes autour de toi. La division n'est pas ma tasse de thé. Pour moi, c'est l'unification. Le livre que j'ai écrit
ma vie pour la Somalie, oui, il y a clairement... j'ai fait l'ouverture de mon livre avec Jean-Marie Bockel, Un autre de vos très bons amis. qui est le conseiller pour l'Afrique de Macron. Donc je suis un centriste et pour être honnête avec vous, ce qui m'importe, c'est l'avenir de mon peuple. La division, la séparation, j'en ai assez de la mentalité coloniale. Donc j'ai besoin autour de moi d'amis tant qu'il s'agit de personnes de qualité. Marine Le Pen, c'est un autre problème, celui de la France. La démocratie, comme vous dites ça en français, c'est d'être ouvert d'esprit et d'accueillir pour le bénéfice tous afin d'avoir une vie meilleure ensemble. D'accord. Eh bien, nous voilà maintenant arrivés à la fin de cette émission. Malheureusement, un grand merci, Monsieur Abshir Adenfero, pour toutes vos idées très pertinentes. Je suis sûre que notre public en Afrique occidentale et centrale, d'où je viens, a beaucoup apprécié. Merci beaucoup de m'avoir reçu.